Bonjour, je suis Hélène Fray, je suis directrice du SIAO du Haut-Rhin, porté par l'association Accès. Et en préambule, je peux vous dire que je ne regrette pas d'être venue depuis Mulhouse pour participer à cette journée, tant c'est riche, tant ça résonne dans la pratique qu'on mène au niveau du SIAO. Alors, effectivement, je dois suivre quand même ce que j'ai à vous dire, mais sur la question je vais juste faire un tout petit point sur la question de la violence, en fait, sur la violence notamment du 115, voilà, puisque je souhaite rebondir sur ce qui a été dit par rapport au nombre d'appels et le peu d'élus qui bénéficient d'une place d'hébergement d'urgence, parce que là, véritablement, on peut parler d'élus au regard du peu de place par rapport au nombre de personnes qui appellent. Moi, j'ai posé la question à la DIAL, à la Direction interministérielle de l'hébergement et de l'accès au logement, pour savoir s'il était encore opportun d'appeler le 115 un numéro d'urgence. Parce que, en quoi on peut répondre à l'urgence aujourd'hui? Pas vraiment, en fait. Lorsqu'on a... Alors, dans le Haut-Rhin, on a encore de la chance parce qu'on est dans un périmètre assez gérable. On a 300 appels jour, mais on propose à 10, 15 personnes une solution d'hébergement par jour. Et on a 290 personnes qui se retrouvent sans solution d'hébergement. Donc, la question, c'est de se dire, si on ne nous donne pas plus de moyens, est-ce qu'on doit encore s'appeler numéro d'urgence? Le 115 est le deuxième numéro d'urgence appelé, et pourtant, il y a peu de possibilités. Voilà, donc ça aussi, ça fait partie de cette question de la violence. Je vais reprendre mon propos. Voilà, moi je suis directrice du SIAO du Haut-Rhin, un SIAO qui a 27 salariés, qui gère du coup le numéro d'urgence pour les sans-abri, le 115, qui oriente des personnes hébergées à l'hôtel. On a 300 personnes hébergées à l'hôtel sur l'ensemble du département. On a des travailleurs sociaux qui accompagnent les personnes hébergées à l'hôtel. Et on a comme mission principale l'orientation des personnes en situation de sans-abrisme, que ce soit de la mise à l'abri jusqu'à l'orientation de personnes vers le logement accompagné. Voilà, donc on a tout le panel des orientations des personnes en fonction des places disponibles. On a mené un travail depuis... Alors, on a parlé de la politique du logement d'abord, mais il y avait les territoires de mise en œuvre accélérée du logement d'abord, qui ont été, avant la généralisation du logement d'abord, des territoires d'expérimentation, où il était question de mettre en place des dispositifs, des instances, pour favoriser l'accès au logement des personnes sans abri. Et dans ce cadre-là, on a mis en place une commission qui était une commission d'études des cas complexes sur le territoire. Donc, il était question avec des partenaires d'étudier des personnes en situation de rue qui n'accédaient pas à l'hébergement ou au logement au regard de la complexité de leur profil. C'était une commission d'études, donc les partenaires venaient à présenter les situations qu'ils connaissaient, qu'ils accompagnaient, et du coup, il y avait un croisement des regards avec l'ensemble des partenaires, et chacun repartait en ayant apporté un regard croisé sur les situations. Donc c'était déjà pas mal de mettre en place cette commission d'études et de rendre... ce qu'on disait tout à l'heure, rendre visible l'invisible. Donc, au niveau des partenaires, on allait parler des situations là où on aurait peut-être pensé qu'on allait les mettre de côté parce que, justement, elles posaient énormément de problèmes. Avec la mise en place du service public de la rue au logement, donc la généralisation du logement d'abord et de ses instances, dans le cadre de l'instruction du 31 mars 2022, l'État nous a demandé de mettre en place un certain nombre d'instances, et notamment une commission
des cas complexes. Donc ça ressemblait à ce qu'on avait déjà mis en place à Mulhouse. Mais la grande différence, c'est que ce qu'on a souhaité faire, c'est qu'il ne s'agissait pas seulement d'une commission d'études, mais on a vraiment souhaité que cette commission ne soit pas qu'une commission d'études, mais aussi une commission d'action. Les acteurs autour de la table n'étaient pas seulement là pour croiser les regards, mais proposer des solutions pour lever les freins, les difficultés des personnes qui allaient être étudiées dans cette commission. Donc ça a été vraiment un changement fondamental. D'une commission à une autre, on passait d'une commission d'études à une commission de mise en acte, avec l'engagement des acteurs. Alors cette commission qui existe dans le Haut-Rhin depuis 2023, comment elle fonctionne? Déjà, c'est une commission partenariale qui a lieu une fois par mois avec différents partenaires. On a autour de la table les structures d'hébergement et de logement. On a également les équipes mobiles de psychiatrie précarité. On a souvent les services de tutelle, de protection des majeurs. On a les services déconcentrés de l'État autour de la table. Et enfin, cette commission est animée, bien entendu, par l'USIAO. Donc, tous ces partenaires sont autour de la table pour étudier les situations. Alors, en amont, le partenaire qui veut faire étudier une situation en commission, une situation complexe, envoie la situation au SIAO. Et c'est le SIAO qui étudie si la situation mérite d'être présentée dans cette commission ou si, en fait, le partenaire a juste besoin d'un outil technique pour lever les freins d'une situation qu'il considère comme complexe. S'il s'agit uniquement d'un aiguillage, parce que finalement la situation n'est pas très complexe, alors le SIAO apporte un outillage, des conseils, et on suit la situation pour s'assurer que les freins sont bien levés. Si effectivement il s'agit d'une situation particulièrement complexe, alors, lors de cette commission mensuelle, le référent, la personne qui accompagne la situation, va présenter la situation. On étudie environ 5 situations par commission. Et comment ça se passe? Le référent présente la situation, les partenaires vont poser des questions pour avoir plus de précision sur la situation, pour vraiment essayer de cerner au mieux la situation. Et ce qui est intéressant derrière, c'est qu'ensuite, les acteurs vont s'engager à proposer des pistes de solutions, que ça soit au niveau de l'hébergement, que ça soit au niveau du logement, mais que ça soit également au niveau de la santé physique, mentale. Quand je vous parlais des services de l'État, c'est aussi intéressant parce que à ce moment-là, c'est là où on va négocier un peu les dérogations en disant effectivement, cette personne, elle ne peut pas rentrer dans ce dispositif-là, mais est-ce que ensemble, est-ce que vous êtes d'accord pour nous apporter une dérogation pour permettre de lever des freins et permettre à la personne d'accéder à un logement ou à un hébergement? Donc on a effectivement des pistes très concrètes pour des situations qui, sans cette commission, resteraient complètement au bord de la route. Alors, qui sont ces personnes dont la situation est particulièrement complexe? On les connaît, en fait, on les appelle les patates chaudes. Voilà, hein, celles où on se dit... Oh. Voilà, donc non, nous, au contraire, on essaye de les regarder, ces patates chaudes, et se dire, bah non, on va essayer de comprendre le parcours. Donc, c'est des personnes qui ont un long parcours d'errance. Souvent, un parcours avec un placement institutionnel depuis la prime enfance, qui ont déjà essuyé le parcours de la protection de l'enfance, avec des allers-retours entre familles d'accueil, établissements, institutions, on en parlait, fugue. Un cumul de problématiques souvent, troubles psychiques, psychiatriques, aller-retour en détention. Problème d'addiction. Intolérance à la frustration. Je ne supporte plus
d'être dans les établissements. Ça fait depuis ma prime enfance qu'on m'explique comment je dois me comporter, qui je dois rencontrer, quel psychologue doit m'aider. Donc c'est des personnes qui sont en rupture. Et enfin, tout ça, ça amène des conduites violentes. Des personnes qui vont plus pouvoir être en établissement, être orientées au regard des comportements. Et qui ont été exclues des différents établissements, que ce soit d'urgence, d'insertion, ou ont été envoyées en détention lorsque elles ont pu accéder au logement. C'est effectivement des personnes pour lesquelles les réponses classiques ne suffisent plus. Et que pour lever ces freins, c'est nécessaire d'avoir un maillage partenarial pour trouver des réponses idoines. Alors, cette commission, elle marche bien. Hein. Il y a des plus-values, mais il y a aussi des freins. Et puis enfin, je vais parler de quelques chiffres. Les plus-values, c'est tout d'abord d'une commission, on est passé d'une commission d'études à une commission d'action. Et ça, c'est la plus grande des plus-values. On arrête de se regarder ensemble en disant « Ah oui, la situation, elle est particulièrement compliquée » et on repart avec notre valise, nos pénates, et puis on revient à la commission suivante. Non, là, on demande, du coup, une mobilisation des acteurs. On a des réponses plurielles. C'est-à-dire que là où seul on n'y arriverait pas, avec des propositions d'accompagnement, d'hébergement, de santé mentale, de protection, on arrive ensemble, collectivement, à trouver des solutions et à lever les freins pour les personnes les plus en difficulté. On a une approche co-construite. Il n'y a pas un sachant et les autres qui font. Dans cette commission, chaque personne apporte sa pierre à l'édifice. On regarde la situation comme un possible et non comme l'impossible. Quand je vous parlais de patate chaude, c'est ça. Cette personne, c'est pas possible, c'est impossible et on reste dans ce stigmate de l'impossibilité. Dans cette commission, c'est le contraire. On regarde la situation en disant quels sont les possibles, quelles sont les ressources pour la personne. Et puis effectivement, on parlait de la question du local. Au niveau du Haut-Rhin, on a un partenariat de qualité vraiment remarquable, où du coup, il y a vraiment l'intelligence collective qui se déploie avec un service de l'État qui est à l'écoute des situations. Et je sais que ce n'est pas toujours dans tout le département le cas, de loin pas. Et ça pourrait même être un peu étonnant de dire, mais enfin quoi, le service de l'État, dans une commission, on va parler des situations les plus complexes. Mais je peux vous dire que cette relation de partenariat et de confiance, elle fonctionne en faveur des personnes les plus en difficulté. Mais on n'est pas dans une situation où tout va bien. Je vais aussi vous exprimer les freins de cette commission. Le premier frein, c'est qu'on est confronté à des situations de plus en plus dégradées. Jamais vues, jamais imaginées, où on fait face à des situations qui relèvent davantage de l'humanitaire que du social. On ne sait plus faire, on ne sait plus comment accompagner tant la situation est dégradée, difficile pour les personnes. Relève de l'humanitaire et parfois de la psychiatrie. On a de plus en plus de personnes qui, à une autre période, seraient restées en psychiatrie. Mais la réduction des moyens fait que le social, et l'urgence particulièrement, devient le réceptacle de la réduction de moyens d'autres secteurs. On a aussi des leviers efficaces qui se raréfient, c'est ce que je vous disais. Parfois, orienté vers la psychiatrie, c'est très compliqué. C'est voire parfois impossible. Voilà, tous ces points, effectivement, sont d'autant plusieurs freins qui nous amènent parfois à être dans des difficultés pour trouver des solutions pour les situations qu'on rencontre dans la commission des situations complexes. Alors juste quelques chiffres dans le territoire du Haut-Rhin en 2025.
on a étudié 45 situations. Donc, ce que je dis, c'est à peu près 4-5 situations par commission. On a trouvé 66 solutions. Alors, vous me direz, ça va pas, 45 situations et 66 solutions. Voilà, mais en fait, c'est ça. C'est que souvent, ce n'est pas une solution qu'on va trouver en commission, c'est un maillage de solutions qui va permettre de lever des freins. Donc, plusieurs décisions pour une même situation, un accompagnement en psychiatrie, une rencontre avec un organisme de tutelle, des possibilités en hébergement, une structure qui va nous dire, effectivement, j'ai entendu parler de cette situation en mal. Je sais que la personne est passée à l'acte dans l'établissement, mais moi, je ne la connais pas. Et moi, j'ai envie de tenter. Et dans cet engagement collectif, parfois, prendre le risque, tenter, quand on est dans un collectif d'acteurs, je peux vous dire que ça fonctionne assez bien. Et puis, on a eu 4 situations qu'on a dû renvoyer à une commission suivante, tant les situations étaient dégradées. Donc là, on n'a pas trouvé immédiatement de solution. Ça arrive, on fait aussi le constat de nos limites. Et dans ces cas-là, c'est pas parce qu'on ne trouve pas de solution qu'on se dit, alors celle-là, c'est vraiment la patate la plus chaude, la brûlante, voilà, celle-là. Non. C'est de se dire, ok, on va la présenter à la commission suivante, et chacun va réfléchir sur des partenaires qui ne sont peut-être pas autour de la table, mais qui pourraient nous aider à trouver d'autres solutions. Donc, voilà. Et en tout cas, pour conclure, c'est juste pour vous dire que cette commission, ce n'est pas une commission, ce n'est pas une énième commission, mais c'est l'enjeu des acteurs. C'est quand les acteurs se relèvent les manches ensemble pour tenter à tout prix de trouver des solutions là où seul on pourrait éviter les plus grandes des difficultés. Je vous remercie. Merci. Bravo. Une expérience au local, j'espère que vous pouvez écrire cette expérience ou qu'elle apparaît déjà dans des articles ou dans la presse, ou en centre de formation, mais en tout cas, merci. Nous vous donnons la parole. Là, moi, je vais vous parler d'un dispositif innovant qui a été mis en place sur Paris Centre, qui s'appelle donc la prévention sociale. La prévention sociale, donc, Paris Centre, on va déjà commencer par Paris Centre. Paris Centre, donc le Forum des Halles, Beaubourg, Hôtel de Ville, voilà les 4 premiers arrondissements de Paris, espace touristique, espace commercial, etc. Et au moment des travaux du Forum des Halles, on nous a demandé de réfléchir à une intervention particulière sociale sur ce territoire. Donc ce territoire, c'est un territoire fréquenté par tout public, beaucoup de tourisme, beaucoup de tout ça, mais c'est aussi un territoire où échouent les publics en errance, parce que c'est un lieu d'anonymat, parce que voilà, plein de choses. Et c'est un territoire donc commercial, donc qui attire énormément de jeunesse, beaucoup de jeunesse sur Paris Centre. Du coup, le projet de prévention sociale répond à quelque chose une vision territoriale de ce qui se passe sur ce territoire. Donc ce projet de prévention sociale, il se décline en 3 axes. Donc un axe de médiation sociale, avec une équipe de médiateurs qui n'a pas de rôle de gestion de conflits ou de situationnel ou rien de tout ça. Cette équipe de médiateurs, elle est là pour avoir un diagnostic territorial de ce qui se passe sur Paris Centre, de l'arrivée des publics, de la stagnation, des groupes, etc. Ça, c'est la partie médiation. De l'autre côté, il y a une équipe, c'est toujours la même équipe, mais des éducateurs spécialisés qui, eux, travaillent sur le public 12-30 ans. C'est-à-dire c'est de l'ancienne prévention spécialisée avec quelque chose d'élargi à 30 ans, puisqu'on a défendu l'idée que la jeunesse ne s'arrêtait pas à 25, qu'il y avait encore des personnes qui, après 25 ans, voire plus, étaient encore dans des processus adolescents. Donc ça a été validé, et donc il y a des éducateurs pour travailler autour de ce public-là. Et la troisième partie, qui est la coordination du partenariat local. C'est-à-dire que je coordonne, du moins de l'équipe, moi en particulier, donc coordonne tout le partenariat qui s'occupe des publics en précarité sur le territoire. Donc c'était avant que le SIAO prenne ça, soit mandaté pour ça. Du coup, le SIAO, lui, participe à notre réunion, alors qu'il est mandaté sur tous les autres arrondissements pour mettre en place des coordinations. Sauf sur Paris Centre, où c'est nous qui coordonnons l'action des partenaires. Parce que c'est une action qui existe depuis 2015.
Et depuis 2015, l'idée, c'est exactement comme vous définissiez, hein, c'est effectivement des espaces de synthèse, des espaces autour des publics que moi j'appelle les incasables, même adultes, parce qu'il y a des incasables jeunes, mais il y a des adultes qui sont incasables, ni dans l'emploi, ni... voilà. Et donc c'est autour de ces publics-là qui sont effectivement sur le territoire, qui stagnent, qui y restent, qui posent problème aux structures, ou qui sont difficiles à accompagner. Dans cette coordination, en fait, les acteurs discutent, échangent, aussi bien sur l'actualité du territoire, aussi bien sur ce qui se passe autour des publics, sur les difficultés. Mais il en sort, enfin, à la fin, il en sort soit un travail interstructure avec des couples éducatifs, interstructure, pour l'accompagnement de certains publics. Et ça fonctionne très bien. Ce qui fonctionne très bien, c'est que Emmaüs Maraude travaille avec l'équipe de Prèves, ou avec les captifs, ou avec le MPP, l'équipe mobile psy-précarité, ou avec la PSA, etc. Ça fonctionne très bien parce que les travailleurs ont compris l'intérêt que ça avait, et pour les publics, et pour eux. Et du coup, quand on a commencé à travailler autour de l'idée de se dire, voilà, il faut qu'on ait une vision territoriale de ce qui se passe. Voilà, sur ce territoire, il se passe tel mouvement, tel mouvement, tel mouvement. Comment est-ce que tous ensemble, en enlevant les frontières de je suis telle association, je suis tel budget, je suis tel... En enlevant ces frontières-là, comment est-ce que nous, travailleurs, on arrive à travailler ensemble pour faire au mieux pour les publics et pour le territoire, puisqu'on sait que ce public, c'est quand même un public qu'on retrouve donc à la rue, donc la notion d'ordre public, etc., etc. Et donc tout ce travail-là, c'est un travail qui est réfléchi. C'est exactement ce que vous disiez, hein. C'est exactement la même dynamique. C'est vraiment un travail réfléchi. Après, l'équipe de Prèves, elle a pareil ses propres partenariats. Là, pour le coup, pour la jeunesse, c'est un peu particulier. C'est l'aide sociale à l'enfance, ça peut être les familles, ça peut être plein de choses. Et tout ce qui est effectivement MPP, addiction, voilà. Il y a des partenaires pour la jeunesse, il y a des partenaires pour le tout public. Il y a un travail, donc c'est une équipe pluridisciplinaire, c'est une équipe qui va dans la rue, tout le monde va dans la rue. Donc il y a éducateurs, médiateurs, une psychologue qui est présente, psychologue clinicienne, donc qui est présente aujourd'hui, le chef de service qui est présent aujourd'hui, tout le monde va dans la rue, et il y a une assistante sociale qui va à la rue aussi. C'est-à-dire que le travail se fait de la rue, l'espace de rendez-vous, à l'accompagnement global. Et donc ça fonctionne plutôt bien, et c'est, voilà, comme je dis, c'est un dispositif qui a été créé dans les interstices. Parce qu'il fallait justement innover, il fallait voir les choses autrement. On est à Paris, c'est très compliqué parce que effectivement les associations ont tendance à travailler chacun dans leur coin, parce que ça défend des budgets, ça défend... Et c'était compliqué de pouvoir se dire, voilà, on essaye de travailler tous ensemble en ayant une vision territoriale. Et pour que ça fonctionne dans le logement, il faudrait que ce soit la même chose. Là, en ce moment, par exemple, je suis sur un projet de travail avec les hôpitaux, avec la PHP. Donc la PHP, on sait que la nuit, il y a des personnes qui dorment là-bas, on sait qu'il peut y avoir de la violence, etc. Donc en ce moment, on a mené un diagnostic avec la PHP, avec l'idée, voilà, de mettre en place un travail non seulement d'aller vers, donc dans les hôpitaux, mais en plus un travail de coordination entre l'hôpital et le social. Parce qu'on sait qu'il y a des gens qui sortent de soins, qui se retrouvent à la rue. On sait qu'il y a des femmes enceintes qui sortent de maternité et qui se retrouvent à la rue. Donc là, il y a toute une réflexion et un travail qui va être mené autour de ça. On sait que la violence, on parle de violence, la violence, elle est suscitée par ces non-réponses institutionnelles pour les publics. La violence, ces publics-là, on peut arriver à faire descendre la violence par la relation. C'est le sujet de cet après-midi d'ailleurs, la relation comme soin. Et on peut arriver... Alors, si on enlève la pathologie mentale, si on enlève tout ça, on peut, par la relation, amener le calme. La pathologie mentale, on parle de la formation Premier secours en santé mentale, qui est vraiment très bien, cette formation, parce qu'elle permet d'avoir une première réponse face à la pathologie et face à la violence de certaines pathologies. Voilà. Je ne sais pas s'il y avait d'autres. C'est bon. Merci, en tout cas, pour ce témoignage.